David Koffer, bonjour. Bonjour Gilles Charles. Bienvenue sur Radio Gaga. Vous êtes maire de Saint-Romain-les-Atteux. Vous êtes également quelqu'un qui a été longuement engagé dans la vie politique ligérienne. Vous avez été référent En Marche. République En Marche, oui. Vous avez été candidat aussi à la députation il y a maintenant 7 ans. 7 ans, quasiment jour pour jour. Hein. Donc on avait envie de vous recevoir et d'avoir un peu votre avis sur tous les événements qui se passent, puisque j'avoue que même les gens bien informés sont surpris de cette dissolution. Vous, en tant que citoyen, en tant qu'engagé politique, vous avez vécu comment cette annonce le 9 juin ? Disons, après une journée quand même assez chargée hein, pour les maires que nous sommes et puis pour les gens qui tiennent des bureaux de vote, ça prend du temps. Donc déjà, merci aux assesseurs et aux bénévoles qui sont présents. On va à la gendarmerie après nous apporter les résultats, puis on rentre à la maison après une bonne journée. Il est 20h50, on se pose. On se dit, on va prendre un petit peu de bon temps quand même. Et puis mon épouse me dit, écoute, on vient d'apprendre, le président de la République va prendre la parole à 21h. Ah. Ça sentait mauvais déjà. Hein. Bon, il prend la parole très bien. Dans ma tête, je me dis, je vois pas vraiment ce qu'il peut annoncer. On savait tous que la liste de la majorité présidentielle allait prendre une tôle, ce qui a été le cas. Il avait changé de Premier ministre en début d'année. Bon, je me dis, il ne va quand même pas envisager conformément à après avoir pris consultation des présidents des deux chambres, et visiblement oui c'est ce qu'il a fait, pas visiblement il l'a fait, donc ça nous a surtout surpris. Moi la première réaction que j'ai eue, indépendamment d'une réaction politique, c'est une réaction en tant que maire et en tant qu'organisation des scrutins. Je me suis dit il va falloir qu'on se bouge rapidement parce qu'il va falloir organiser 2 prochaines élections, le dimanche 30 juin et le dimanche 7 juillet. Donc j'ai surtout eu ça, la première réaction. Parce que ça change quoi pour vous ? C'est toute une organisation à mettre en place. On ne s'imagine pas, mais quelles que soient les mairies, quelle que soit la taille d'une mairie, on ne s'imagine pas l'organisation que ça demande de mettre en place, organiser les scrutins. Techniquement, là aussi, ça se passe comment ? La préfecture vous envoie une feuille de route ou alors il y a un protocole à respecter ? Comment ça se passe là ? Il y a un protocole à respecter. Alors fort heureusement, les élus, puis surtout au niveau de mairie, le personnel municipal est parfaitement rompu à ce genre d'exercice. Mais néanmoins, ça demande quand même toute une organisation. Déjà le roulement, trouver des assesseurs, laisser donc en l'état les isoloirs, changer les panneaux, les nettoyer, les remettre sur place en fonction du nombre de candidats. Et nous encore, petite commune, on n'est pas trop impactés parce que le lieu de vote se trouve à la mairie. Mais la semaine dernière, nous avions l'Assemblée Générale des maires de la Loire, à Savigneux, et vous avez beaucoup de communes qui ont 3-4 bureaux de vote qui généralement les mettent au même endroit. Et bien souvent, on les met où ? Dans une municipalité ? Salle des fêtes. Dans la salle des fêtes. Or, fin juin, début juillet, souvent, il y a des mariages, des baptêmes, des communions, des fêtes ou autres. Eh bien, il y a des mairies qui sont dans une panade, pour pas employer un autre mot, en disant, mais comment on va faire ? Sachant que quand vous décidez, si mes souvenirs sont bons, de changer le lieu de vote, c'est une décision qui incombe à la mairie, sous autorisation et après avis de la préfecture de 4 ou 5 semaines. Or, on a 3 semaines pour les organiser. Donc, rien qu'en termes d'organisation, c'est le boxon. J'ai envie de vous dire, pour faire de l'humour, le 7 juillet, on risque de continuer les mariages en plus. Les mariages politiques. Alors là, écoutez, depuis plusieurs semaines, même quand on a le cœur bien accroché, qu'on pense, modestement s'y connaître un petit peu en termes de positionnement politique, d'éclairage politique, c'est très compliqué. Et pour mettre les 38 panneaux, comment ça s'est passé dans votre village ? Parce qu'il y a beaucoup de communes qui disaient qu'ils n'avaient même pas la place pour mettre les 38 panneaux pour les européennes. Alors non seulement nous n'avions pas la place, deuxièmement nous n'avions pas 38 panneaux, troisièmement il était hors de question, je dis bien hors de question d'investir 150 € par panneau, sachant que sur 38 listes, seulement 15 avaient fourni des professions de foi et des affiches. Et des bulletins de vote aussi. Et des bulletins de vote. Là aussi, je pense qu'en termes de réglementation, bien évidemment, tout le monde a le droit de se présenter aux élections, ce qui est tout à fait... Par contre, quand on se présente, on fait en sorte d'envoyer les professions de foi et de mettre à disposition des bulletins. Parce que c'est un peu trop facile de se dire on est candidat et de ne pas donner les documents. Donc on n'a pas acheté 38 panneaux, on en avait une dizaine. On refait notre salle des fêtes, on est allé trouver des vieux contreplaqués qu'on a mis face à la mairie et ça allait très bien. On a parlé du côté technique, est-ce que... Le côté politique, alors vous avez eu quelle réaction ? Vous vous êtes dit c'est fou, c'était après... Moi je sais que, je ne vais pas dire que je suis Nostradamus, mais le soir du 2e tour des élections législatives, quand j'ai vu l'Assemblée nationale, j'ai dit à mon sens, cette Assemblée elle ne tiendra pas 5 ans. Mais votre raisonnement est frappé du bon sens, parce qu'effectivement, quand vous avez 5 ans à faire après une élection présidentielle qui a été gagnée,
avec certes un score en retrait, mais bon, qui a été gagné. Effectivement, au soir du deuxième tour des élections législatives, quand vous avez la majorité, à peu près 250 députés, qu'il vous en faut 289 pour avoir la majorité, il est évident que ça va être extrêmement compliqué pour pouvoir gouverner. J'allais dire, et je suis pas le seul, je veux dire, qui pense cela dans tous les partis politiques, mais encore mieux dans celui que j'ai fréquenté avant de démissionner, c'est-à-dire La République En Marche, il aurait peut-être fallu s'y prendre un peu plus tôt pour préparer les élections législatives et pas attendre 6 semaines, avant le premier tour de 2022 pour pouvoir les préparer. C'est ce qui s'est passé. On le paye, ils l'ont payé. À l'époque, je dis on le paye parce que j'en faisais partie. Ils l'ont payé très cher. Résultat des courses, effectivement, pour gouverner quand vous avez une majorité relative, avec des partis politiques de part et d'autre qui sont de plus en plus clivants, ça ne pouvait être que difficile. Y avait-il une autre solution que de dissoudre il y a 15 jours ? Je pense que oui. Il me semble que dans 2 ou 3 semaines, on va accueillir les Jeux Olympiques. Il me semble qu'au niveau des risques d'attentat, on est quand même à l'échelon le plus haut. Donc je ne l'ai toujours pas compris. J'ai vu passer une note hier des renseignements américains qui attendent vraiment des choses graves. J'ose espérer que ça ne sera pas le cas, et fort heureusement, quel que soit le résultat et l'issue du scrutin des 30 et des 7 juillet, il y a une continuité des services de l'État, fort heureusement. Il n'y a pas de vacances du pouvoir, encore heureusement. Néanmoins, j'ai été surpris, et pour tout vous dire le fond de ma pensée, mais ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça, j'ai été déçu et en colère. Et je le suis toujours. Parce que c'était tout sauf une décision politique, pour ma part. C'est pas une décision politique. Ça a un rapport avec votre démission ? Mais j'ai démissionné, moi, en septembre 2022 de La République En Marche. Je n'ai jamais adhéré à Renaissance, pour différentes raisons. Et au fil des mois, au fil des années, je me sentais de plus en plus éloigné de la majorité présidentielle. Donc aujourd'hui, je parle librement. Néanmoins, la décision de dissoudre le Parlement, j'ai du mal à la comprendre. Et j'ai surtout du mal à comprendre la décision politique, au sens noble du terme. Qu'est-ce que politiquement cette dissolution peut apporter en tenant compte en plus des paramètres que je viens vous dire, c'est-à-dire il y a des Jeux Olympiques à préparer, qui vont avoir lieu. Donc en termes de sécurité, vous imaginez bien évidemment ce que ça va être. Il y a quand même beaucoup de difficultés dans le monde actuel, les risques attentats, la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine. Je ne la comprends toujours pas. Objectivement, je ne la comprends toujours pas. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si on avait laissé passer les Jeux Olympiques à votre sens et qu'on avait dissous l'Assemblée au mois de septembre ? Je ne sais pas, on saura jamais, vous savez, on va pas tirer des cartes sur l'avenir en disant ça aurait été mieux. Bon, quoi qu'il en soit, il a pris cette décision-là. Je ne sais pas qui l'a conseillé, mais en tout cas, il a été très mal conseillé, notamment de la part de ce qu'on appelle le cabinet noir, avec des gens qui veulent se donner une importance toute considérable alors qu'ils ne représentent à mon sens pas grand-chose. Notamment le fameux Bruno Roger Petit, dont on parle beaucoup. Ancien journaliste. Voilà, ancien journaliste, qui se rêve à se prendre pour Michel Charasse. Je ne sais pas si vous avez connu Michel Charasse, qui était sénateur du Puy-de-Dôme, qui était maire, qui était une éminence auprès de. Oui, en tout cas, c'était quelqu'un de parfaitement intelligent, qui avait une connaissance de la carte électorale sur les bouts des ongles, et qui, surtout, la différence de certains, et c'est ce qui leur manque, mais vraiment c'est ce qui leur manque, il était élu. Il était maire, il était conseiller départemental, il était sénateur. Il ne vivait pas coupé des réalités. Alors, quand je vous dis je suis déçu et en colère, je suis en colère qu'une partie, hélas, l'ait coupé des réalités du pays. L'aspiration de 2016, de 2017, elle n'existe plus. Ce sont ces gens-là qui ont une part de responsabilité extrêmement importante. J'ai envie de vous dire, elle n'a pas duré très longtemps non plus. Il y a quand même eu, durant le premier quinquennat, il y avait une majorité déjà, premièrement. Deuxièmement, vous aviez des parlementaires qui venaient de la droite et de la gauche, qui avaient une expérience de la vie parlementaire. Aussi bien de droite et de gauche, et qui, avant d'être élus, s'étaient pris des tôles aux élections. Ils avaient été conseillers départementaux, ils avaient été maires. Donc ils savaient ce que c'était que le rapport au pouvoir local. Au fil du temps, ça s'est étiolé. Et puis en 2022, quand il s'est agi de choisir les candidats pour les élections législatives, on a pris des gens bien propres, formidables, très bien, de cabinet, de secrétariat de groupe, d'assistants parlementaires, c'est super. Hein. Mais par contre, ça ne fait pas un parti politique et vous n'êtes plus en prise directe avec la réalité. C'est ça qui paye aujourd'hui. En partie. Justement, il y a 7 ans, vous étiez candidat, vous aviez frôlé la victoire. J'ai perdu de 99 voix, ouais. On pensait que 5 ans plus tard, vous alliez vous représenter. Et là, badaboum, pas de David Koffer. On voit arriver on peut le dire, une parachutée de Paris qui a fait une campagne formidable puisqu'elle a fait un score minable. Comment ça s'est passé? Comment
Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'est ça qui vous a mis un peu en colère? C'est un début de rejet? Comment ça s'est passé là aussi? Humainement et politiquement? Oh bah humainement, c'est jamais bien agréable, surtout que ça faisait quand même quasiment 5 ans qu'on s'y était préparé, en se disant la prochaine fois, on rejouera façon de parler le match. Ça s'était passé de peu. En face de moi, j'avais quand même, et toujours le cas aujourd'hui, un gros calibre de la politique, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. On avait mené une campagne très propre, il avait gagné, j'avais perdu, dont acte. La loi de la démocratie. Exactement, tout simplement. Donc on s'y prépare, et puis arrive un coup qu'on n'a pas forcément vu venir. On va pas refaire le film, mais une liste sort, il y a 5 noms, la 4e n'y est pas. Bon, je peux avoir un caractère tête de mule, pour pas employer un autre terme. J'appelle, on me donne quelques petites explications. Je dis, écoutez, je vais vous simplifier les choses. Visiblement, je ne fais pas l'affaire, je peux très bien l'entendre, hein. Je vais vous faciliter les choses, je retire ma candidature. Et là, branle-bas de combat, j'ai eu tout ce que l'aéropage peut compter de ministres qui m'ont appelé en disant non, on te la redonne, le mal était fait, c'était plus moi. Voilà. Je pense que, initialement parlant, ils avaient déjà prévu leur coup de mettre quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous disais. Et pourtant, entre-temps, j'ai été élu maire. Ah oui, c'est incompréhensible. Voilà. Quand on va à une élection, on y va pour gagner. Là, on sentait bien qu'elle ne pouvait pas gagner. Ah bah écoutez, ça faut lui demander. De toute façon, elle continue son tour de France des circonscriptions parce qu'elle a été parachutée dans le Val-de-Marne. Elle est face à Mathilde Panot, c'est pas le terrain qui l'intéresse, elle est sur les plateaux télé. C'est très bien, mais c'est pas ça qui fait gagner des élections. Elle est venue un mois, elle aura fait un aller-retour en TGV en faisant miroiter, bien évidemment, je pense non seulement aux habitants de la circonscription, mais encore plus, j'allais dire, aux militants qui, pour certains, ont honnêtement fait campagne pour elle. C'est ce qui s'appelle prendre les gens pour des imbéciles. Mais ça correspond vraiment à l'état d'esprit, vous voyez. Entre 2017 et 2022, on n'était plus dans le même état d'esprit. Il fallait caser du monde. Elle passe très bien. Elle est très très intelligente. Et moi, face au petit maire d'une petite commune, pour eux, je suis un bouseux. Je suis un bouseux, voilà. Mais il le paye très cher parce que là, actuellement, il est en train de se passer la revanche des bouseux, quoi, et des petites gens. Et ils vont le prendre dans la figure, hélas. C'est pas faute à plusieurs. Et même localement de les avoir prévenus. Ça veut dire que vous n'êtes pas optimiste pour les résultats des 30 juin et 7 juillet, alors? J'ai pas à être optimiste ou pas optimiste. Moi, c'est pas mon. Ouais, je veux dire pour votre ancien camp. C'est leur problème, c'est pas le mien. Vous êtes complètement détaché. Ah, complètement, c'est pas mon problème, c'est absolument pas le mien. Moi, je sais que dans la 4e circonscription, il y a 4 candidats, je sais à qui j'ai apporté mon soutien, je sais pour qui je fais campagne, je sais pour qui je vais voter, il y a que ça qui m'intéresse. Le reste, après, quand on sème des choses, vous savez, qui sont pas tellement bien bonnes, on récolte pas forcément des choses mirobolantes. Hein. Qui sème le vent récolte la tempête, on dit. Hein. En termes polis, c'est ce qu'on dit, oui. Justement, vous avez quitté donc En Marche et vous êtes aujourd'hui dans un mouvement qui, je crois, a une vraie ambition, une vraie... et peut-être que le leader manque un peu de charisme, c'est David Lisnard, le maire de Cannes. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans ses idées, dans le personnage, ou alors est-ce que là aussi vous voulez construire quelque chose? Comment est votre projection? Moi, il se trouve que David Lisnard, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, notamment à travers l'association des maires de France, parce qu'avant d'être président de Nouvelle Énergie, il est surtout, j'allais dire, et avant tout, président des maires de France. Structuration de l'ensemble des communes de France. C'est quelqu'un qui parle vrai et qui parle concret. Il est maire d'une commune. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup évolué sur des domaines, j'allais dire, techniques et pratiques. Économique, non, mais surtout au niveau du quotidien. Il appelle souvent Lisnard, il a raison, les maires sont les praticiens du quotidien. On n'est pas les derniers remparts de la République, on est les premiers remparts de la République. Et je pense qu'on aura besoin énormément de nous, quoi qu'il se passe, le 7 juillet au soir. Bon. Et surtout, il a une vision de défense des élus locaux, pas de manière imbécile et idiote en disant les maires, tout simplement de l'aspect pratique. Moi, je suis désolé quand, il y a 2 ou 3 semaines de ça, j'entends le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, voire même le président de la République, qui dit que s'il y a 3 000 milliards d'euros de dette au niveau national, c'est en partie dû aux collectivités locales. Ce qui est complètement faux, parce que les communes, et ça c'est des choses que j'ai appris depuis que je suis maire, les communes, on a un budget fonctionnement et un budget investissement. Notre budget de fonctionnement, il doit être à l'équilibre. Nous n'avons pas le droit d'avoir recours à des emprunts pour le fonctionnement. En investissement, vous pouvez. Donc, dire que sur les 3 000 milliards d'euros, c'est de la faute des collectivités locales si nous en sommes aussi haut, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Donc effectivement, moi je me sens bien dans ce mouvement-là, mais je vous dis aussi, le fait d'avoir été élu maire en 2020, donc de voir au quotidien de comment on fait un budget, comment on gère des situations conflictuelles, être au contact de la population, c'est-à-dire écouter les gens et les aimer.
On voit les choses, on les entend, on les sent de temps en temps, ce que, en haut lieu, hélas, j'ai l'impression qu'ils ont complètement oublié. Donc effectivement, je me sens en parfaite harmonie et communion avec ce qu'il dit. Quand on entend les médias parisiens notamment, on a l'impression de ne pas vivre dans le même pays. Vous êtes au contact justement de vos citoyens dans votre commune de Saint-Romain-les-Ateux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent, les habitants de votre commune au niveau politique? Qu'ils en ont marre, qui veulent du changement? On le dit beaucoup, on l'entend beaucoup. On ne les a pas encore essayés en parlant du Front National. C'est quoi le raisonnement, j'allais dire un peu entre guillemets cohérent, que vous entendez? Le raisonnement qu'on entend là, aussi bien en tant qu'élu, mais aussi en tant que salarié. Moi, je suis aussi salarié, si vous voulez. On vit pas hors sol. Donc, dans le monde du travail, on entend des choses avec les collègues. Et dans le monde d'élu, qu'est-ce qu'on entend aussi dans ces deux mondes, j'allais dire, un ras-le-bol généralisé. Effectivement aussi, après tout, on les a pas essayés. On a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé le centre, on a essayé le bloc central. Visiblement, on les a pas essayés. Mais surtout un sentiment de ras-le-bol et surtout de ne pas être pris en compte. De ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Il y a une carte de France qui est révélatrice. Prenez le soir même des résultats des élections européennes. Si on prend la carte de France par département, vous avez 4 départements qui donnent en tête soit Glucksmann, soit la liste Renaissance. Ces 4 départements, ils sont Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine. Et tous les autres départements... Seine-Saint-Denis aussi. Seine-Saint-Denis, c'est Manon Aubry, la France Insoumise, qui arrive en tête. Dans tous les autres départements, vous avez à des scores différents, mais au-delà 32, 33, 34, voire plus de 40%. Dans l'Aisne, par exemple, le Rassemblement National fait 46%. Tous les départements placent Jordan Bardella en tête. Ça serait peut-être bien un jour ou l'autre de s'interroger du pourquoi. Ça fait 40 ans qu'on vous parle d'Hitler, alors qu'Hitler, c'est pas vraiment le sujet, je trouve, mais... On n'est plus dans un vote de protestation. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, en plus, on voit que les choses se sont complètement retournées. On n'est plus dans un vote de protestation. Il n'y a rien de pire qui m'horripile maintenant. Je dis pas qu'il n'y en a pas sur ce vote-là. Mais c'est devenu au fil du temps, depuis 40 ans, depuis l'émergence de Jean-Marie Le Pen en 1984 aux européennes, qui était à 10%, on avait un vote de colère, de protestation sur plein de choses. Moi, je suis désolé, les gens que je rencontre, d'une, c'est pas des affreux fachos-réacs nazis ou autres, que dans le lot, il y en a un peu, on veut bien le reconnaître, mais majoritairement parlant, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui vivent et qui voient ce qui se passe au quotidien. Et nous, pendant des années, et nous, je m'inscris dedans, on leur a dit non, c'est pas vrai. Ce que vous voyez, c'est pas la réalité. Nous, on va vous dire quelle est la réalité. Et si vous insistez, on va vous dire non, vous avez encore tort. Et si vous insistez, on va vous dire vous êtes un imbécile. Et maintenant, vous êtes un salaud. Et faut pas s'étonner après, si vous voulez, qu'en se comportant comme ça, avec des gens qui ont des revendications, qui ont des choses à faire savoir, qu'on ait un Rassemblement National à plus de 32-33% et qui aura énormément de députés dans 10 jours. Il y a de quoi être en colère, on l'a pas vu venir ça. Si, on l'a vu venir. On n'a pas voulu le voir venir, pardon. On a reculé les champs à chaque fois, je dirais. Chaque fois, on disait, ce coup-ci, c'est Marine Le Pen qui va passer. Et puis après, il y a eu Macron. On a dit, il va se passer quelque chose. Les gens de gauche et de droite, ils vont travailler ensemble. Ça va être formidable. Et on a vu que les petites tambouilles, elles continuaient. Non seulement les copains des copains. Les petites tambouilles continuaient. Et notamment, vous parliez de Macron. Moi, je fais vraiment la différence entre 2016 et 2022. Et depuis 2022, où là, pour le coup, ça a été, j'allais dire, des coteries, des trucs entre gens initiés. Quand vous n'êtes pas proche du peuple, et non pas pour faire peuple, mais quand vous n'avez pas de prise directe, de détecteur. Les anciens présidents de la République, on aime ou on n'aime pas ce qu'ils ont fait, mais un Mitterrand, un Chirac, un Sarkozy ou un Hollande, avant d'être président de la République, c'est des gens qui ont été maires, qui ont été conseillers départementaux, qui ont été députés, qui ont été battus à des élections locales. On l'oublie, mais ils ont été battus. C'est des gens qui avaient de l'expérience politique. Et surtout, pour éviter, parce que le pouvoir à ce niveau-là coupe des réalités, et qui que ce soit, je pense qu'on serait tous dans le même cas. Ils prenaient leur téléphone et ils appelaient le maire de Tartampion, en me disant, écoute, franchement, qu'est-ce que t'en penses? Vous voulez qu'ils appellent qui? Parce qu'on est des bouseux pour eux. Ils vous appellent plus alors? Ah non, puis ils n'ont pas intérêt. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils m'avaient remis dans une boucle, je leur ai dit, écoutez, je vous apprécie, je suis encore poli, mais merci de m'oublier s'il vous plaît. Je dis pas de bêtises, vous venez quand même du Parti Socialiste à une époque. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt à gauche, effectivement, oui. Je renie absolument pas. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir le positionnement de LFI? Et la double question, comment vous analysez un président de la République qui s'appelle François Hollande, qui a quand même une certaine stature et une certaine hauteur,
qui se met dans cette mouvance Front Populaire. Surtout que Front Populaire, pour beaucoup d'anciens, ça veut dire quelque chose aussi. Oui, mais enfin 1936-2024, ça fait bientôt 100 ans. Il n'y a plus grand monde qui a dû connaître, Oui, sauf mais quand on a ils étaient tous eu des petits. grands-parents qui nous en ont parlé. Oui, et puis dans les livres d'histoire, et fort heureusement, quand même des avancées qui étaient quand même très 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 importantes. Il y avait déjà trois forces en 1936. Il y avait les communistes, les socialistes et les radicaux. Et quand on regarde un peu dans le détail de l'histoire, il n'y avait pas forcément... Tout ne les rassemblait pas forcément. Il y avait aussi des différences. Il y avait des différences, vous savez, entre les radicaux et le Parti communiste de Thorez, qui n'a pas voulu participer au gouvernement. Ils étaient dans la majorité, ils n'ont pas voulu participer. C'est très compliqué parce que moi j'étais très attaché, et je le suis toujours, et je suis un peu gêné de voir ça maintenant, en tout cas une partie à gauche, pas toute la gauche, notamment pour tout ce qui est question de laïcité, où on les met un peu de côté, notamment de certains de la France insoumise. Après, ils se sont réunis pour des questions, j'allais dire, électorales. De postes, de députés. S'ils partaient chacun de leur côté, ils n'avaient aucune chance d'accéder au deuxième tour. C'est pas faux. Donc le fait d'être unis, comme la NUPES la dernière fois, ça leur permet des accessions au deuxième tour. Dedans, il y a de tout, j'allais dire. Il y a des gens que je considère infréquentables, qui sont des purs antisémites venant de la France insoumise. Et puis après, vous avez des gens qui sont extrêmement fréquentables, qui sont des bosseurs, qui sont des gens de dossier, des gens de terrain, qui ont, j'allais dire, pour certains d'entre eux, ma considération. Pour d'autres, par contre, en ce qui concerne la France insoumise, oui, ils n'ont aucune considération de ma part. Ce sont même des gens que je considère et que je trouve parfaitement dangereux. Est-ce que vous considérez, comme moi peut-être à tort, qu'il existe encore une possibilité, malgré ce qu'on entend tous les jours, 24 heures sur 24, et est-ce qu'il y a encore une possibilité d'un gouvernement central, un axe Macron avec des gens de DLR et des gens du PS modérés? Ça, on pourra répondre à cette question. Parce que c'est vrai que c'est une élection qui n'est pas comme les européennes, hein, c'est une élection qui va être vraiment différente au deuxième tour. On va voter pour des personnes aussi. Hein. Alors, en fonction des circonscriptions, en fonction du poids des sortants ou des candidats, vous avez des gens qui sont sortants, qui sont très bien installés depuis des années, d'autres qui sont candidats pour prendre une députation et qui sont très très bien bien ancrés dans leur territoire. On y verra déjà un peu plus clair, je dis bien un peu plus clair, au soir du 30 juin, y verra-t-on plus clair au soir du 7 juillet. Franchement, objectivement, personne aujourd'hui peut dire ce qui peut sortir. Les tendances, néanmoins, on voit bien qu'il y aura deux gros blocs. Et le bloc central, déjà, qui est-ce qu'on met dans le bloc central et comment il va s'en sortir? Vous avez des candidats LR qui partent sous la bannière LR et qui ne partent pas avec la bannière LR Ciotti, qui partent la bannière LR. Ils sont ni pour le Rassemblement national, ni pour le Front populaire, mais ni non plus pour ce qu'on appelle les partis du président Macron. C'est ce que j'ai l'impression un peu avec nos 3 députés sortants des LR de la région de la Loire. Alors, je le vois, je l'entends. Pour ce qui me concerne, moi, dans la 4e circonscription, c'est le message que Sylvie Bonnet et Dino Cinieri transmettent, c'est-à-dire ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, mais pas non plus, si vous voulez, le gouvernement qu'on a actuellement. Quoi. Non, mais ou l'extrême centre, oui, ça, voilà. Non, mais c'est passionnant et c'est inquiétant. Est-ce que vous êtes inquiet justement que le soir du 7 juillet, au lieu qu'on fasse les Jeux Olympiques, on fasse un peu une sorte de petite guerre civile entre les deux camps, les deux extrêmes? S'il y a guerre civile, j'espère d'une qu'il n'y en aura pas. Deuxièmement, ça sera au niveau de la population, que ça sera quand même le plus dramatique. On ne sait pas. Objectivement, aujourd'hui, celui qui, mordicus, vous dit « je sais qui va gagner, je sais qui peut être Premier ministre, avec quelle majorité, et ce qui peut se passer au soir du 30 juin ou du 7 juillet, bien malin. Moi, je ne m'avancerai pas là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'élu, il faut s'attendre à des jours compliqués, pour ne pas dire difficiles. Ça va être compliqué. On va fermer cette page nationale. Juste, on va revenir sur San Román-les-Athos. C'est quoi l'actualité dans votre commune? Généralement, on arrive en juin avec le soleil, qui n'est pas arrivé cette année. Normalement. Est-ce qu'il y a des manifestations? J'ai vu passer des choses. J'ai vu une sorte d'escape game qui arrive, non? Alors l'escape game, il avait hélas été initié par le comité des fêtes. Il a été supprimé, déplacé au mois d'octobre à cause des températures et du temps qui ne faisait qu'on ne pouvait pas faire un escape game dans la nature.
il se passe toujours quelque chose à Saint-Romain-les-Atteux, et il se passe toujours des choses de bien en plus. On a la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement riche et varié, et nous allons avoir notamment le week-end, juste avant le 7 juillet justement. Le 30 juin, alors. Donc on pensait faire la fête et se coucher un peu tardivement et se lever tard le 7 juillet. Nous ne pourrons pas, en tout cas pour ceux qui tiennent des bureaux. On a le vendredi 5 juillet, le marché nocturne organisé par le comité des fêtes. J'ai vu passer J'invite tout le monde à venir. Marché nocturne il y aura une thématique, ça sera bio, ça sera quoi, végan, ça sera... Non, non. Nous, on aime la bonne bouffe, donc si vous voulez, il y aura à boire et à manger. Non. Chacun fait ce qu'il veut, mais faut pas venir chez nous si c'est pour du végan. Hein. Absolument pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais au moins comme ça, les choses sont faites. Dans le comité des fêtes, c'est sa 3e année, organise ce marché nocturne. Il y aura suivi, bien évidemment, d'une bandasse, d'une fanfare et puis d'une soirée. On peut déguster sur place, à boire et à manger. Ça veut dire qu'il va y avoir bal alors? Il y aura alors pas forcément un bal, il y aura une banda qui sera présente. Par contre, le lendemain, les jeunes du bourg organisent les 3e Olympiades. On n'a pas attendu que les Jeux Olympiques arrivent, ils le font depuis 3 ans, et le soir, il y aura un bal. Voilà. Plus au mois de juillet, il y a aussi une activité au niveau de l'équitation. Il se passe toujours des choses très très bien à Saint-Romain. Enfin, je crois que vous connaissez, vous y êtes monté il n'y a pas longtemps, manger. J'ai découvert un restaurant qui est fantastique. Et en plus, je l'ai découvert avec une personne dont vous connaissez bien. Donc voilà, c'est vraiment une adresse à découvrir. Et en plus, manger sous une yourte, c'est assez atypique. C'est atypique et on mange divinement bien. Divinement, voilà. Je pense que c'est le mot qui convient bien, divinement. J'exagère pas en disant que... Et en plus, c'est dans des prix totalement raisonnables et attractifs. C'est même un problème parce que quand vous allez dans d'autres restaurants pour la même gamme, vous vous dites c'est un peu cher. Par contre, pour réserver, c'est un peu plus compliqué. Écoutez, j'ai beau dire je connais bien le maire, ça marche pas. Ah non, mais ça marchera pas du tout, puis c'est pas ma façon de faire. Même moi, quand j'y vais, ce que je fais, un conseil. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que pour avoir des tables, c'est très compliqué. Moi, quand j'y vais à chaque fois, je lui dis, écoute, c'est simple, quelle est ta prochaine disponibilité? Et je prends date. J'y suis allé il y a pas longtemps, j'y retourne au mois d'octobre, c'est pour vous dire. On s'y prend 6 mois à l'avance aussi maintenant. C'est la rançon du succès, et tant mieux pour eux, parce que c'est largement mérité. Pour conclure et terminer, quelles sont vos ambitions politiques? Est-ce que vous vous projetez sur le conseil départemental, sur le conseil régional? Parce que si j'ai bien compris, on va avoir un nouveau président de région bientôt, puisque M. Wauquiez va sûrement être élu en Haute-Loire. Il est candidat, et il devra démissionner de la région. Alors, il devra démissionner non pas de la région, mais de son poste de président, parce qu'un député ne peut pas cumuler un poste d'exécutif, en tout cas président d'exécutif. Il pourra, je crois, rester comme conseiller régional. Écoutez, moi, j'ai un mandat de maire qui se termine dans 1 an et demi à peu près. Vous êtes déjà dans le prochain ou... Non, là, on est surtout dans le fait de se dire comment les choses vont se passer à partir du 7 juillet. En tant qu'élu et en tant que citoyen. Deuxièmement, avec l'équipe actuelle, on a encore des projets qu'on veut mener à terme d'ici 1 an et demi. Ça suffit largement. Et puis on verra par la suite. Si on parle rapidement, il y a des élections le 30 juin et le 7 juillet. Moi, je sais pour qui je vais voter. Je sais à qui j'apporte mon soutien, à Sylvie Bonnet pour les élections législatives. Ah, vous l'avez dit là. Ah oui, je dis. Eh ben c'est pas, mais elle a mon soutien. Elle le sait depuis très très longtemps. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je voterai pour elle. Et puis on verra par la suite. Il y a 3 semaines de ça, est-ce qu'on pensait objectivement qu'on serait dans la situation d'aujourd'hui? Non. C'est totalement imprévisible la vie finalement. Voilà. La vie en général et encore plus la politique. Et je vais vous dire une 3e chose qui est malheureuse, mais dans la vie, on a toujours cet oubli quand on va bien, c'est que la maladie arrive très vite aussi. Il y a ça aussi, on ne sait pas ce que demain sera fait, donc il faut profiter des instants présents avec ses proches. Et puis surtout, je vous dis de manière générale et encore plus dans le monde politique, ça va tellement vite. Et il y a encore quelques temps de cela, on ne s'imaginait pas être obligé, de devoir, parce que c'est un devoir, aller voter le 30 juin et le 7 juillet. On a fait le tour. Juste un petit mot pour finir. Oui. Vous êtes maire. À Saint-Étienne, on a un maire aussi. Oui. Est-ce que ça change quelque chose dans l'atmosphère ambiante quand vous avez vos collègues? L'affaire qui s'est passée à Saint-Étienne, concernant le maire de Saint-Étienne, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde en parle dans les couloirs, dans les coulisses. On sait qu'à Saint-Étienne, beaucoup de choses sont paralysées. Est-ce que ça bloque certaines choses aussi pour des projets, pour des choses dans nos communes aux alentours? Non, nous disons que Saint-Romain-les-Atteux, on est membre de la communauté de communes des Monts du Pulat, donc on n'est absolument pas touché ou impacté en ce qui concerne cette affaire. Donc nous, ça nous change absolument rien. Ça vous change rien? Non. Nous, on continue d'avancer dans les Monts du Pulat et à Saint-Romain. Ça n'impacte absolument pas la vie de la commune ni de la communauté de communes. David Koffer, merci beaucoup.
Merci à vous, Gilles Charles. Merci beaucoup. Et puis, on vous revoit sur les plateaux de télévision ou dans les médias pour savoir un peu ce qui se passe dans votre commune. Et puis, Ou encore mieux à Saint-Romain-les-Atteux, c'est ce qu'il y a de mieux. oui, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines alors. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup, Gilles.